donc poursuivre avec une conférence intitulée « Souffrir n'est pas une fatalité ». Comme vous le savez, la douleur fait partie de la vie. Alors, il y a un chiffre un peu angoissant, c'est qu'un Français sur 5 déclare souffrir, donc déclare éprouver des douleurs depuis 3 mois ou plus. Et ces douleurs, elles peuvent être aiguës, elles peuvent aussi être chroniques, mais des solutions existent et c'est vraiment ce que nous allons voir avec l'ensemble de nos experts. Donc, je vous demande d'accueillir Laurence Contarassus, présidente de Medtronic France. 1300 collaborateurs, 4 sites de production, un centre de formation. Bienvenue madame. Le docteur Patrick Giniès, donc, qui est responsable du département douleur au CHU de Montpellier, président honoraire du Collège national des médecins de la douleur, chercheur associé à l'INSERM. Vous avez également, docteur, publié un certain nombre d'ouvrages, dont Éducation thérapeutique des patients douloureux chroniques. Toujours la même chose, on retrouve tous les ouvrages au premier étage chez notre libraire et on accueille également donc le docteur Fabrice Laurin, psychiatre au CHU de Montpellier. Et depuis 1986, docteur, vous travaillez dans le département douleur du CHU. Et pour animer ces échanges, Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe du Point. Béatrice, donc, la douleur, ça, c'est plus une fatalité. Bonjour Hélène, bonjour à tous, merci. Première question pour vous deux, les médecins qui êtes ici présents. Y a-t-il une définition universelle de la douleur ? Je vous en prie. La douleur est une sensation désagréable. Et vous avez payé cher pour entendre ça ? Je sais pas si... Alors, la définition de l'OMS continue, liée à une lésion réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes. Donc, on a du biologique, mais on a aussi de l'affectif et on a du linguistique, c'est-à-dire de la communication. Donc, la douleur est un phénomène complexe, même dans la définition. Fabrice, tu peux rajouter quelque chose ? Oui, un petit élément historique. La douleur, dans la définition internationale, c'est une sensation, et ça c'est Galien, un médecin romain qui l'a défini, et c'est une émotion. Et en fait, c'est pourquoi nous sommes là tous les deux. Moi, je suis en charge des émotions, de la douleur-émotion, et on aura l'occasion d'en reparler. Et Patrick Giniès est là par rapport à la douleur-sensation, c'est-à-dire tout ce qui est nociceptif, tout ce qui est neuropathique. Mais en fait, on voit que les deux sont en interaction permanente entre le corps et l'âme, l'émotion et la raison. Il y a vraiment des relations extrêmement fortes. Ce qui finalement pourrait expliquer pourquoi, en tant que patient, on reçoit des messages qui semblent contradictoires. Puisque vous dites il y a des douleurs qui sont plutôt émotionnelles, d'autres sensationnelles, voire les deux. Parce que quand on reçoit tellement de messages que finalement on s'interroge. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'une consultation qui date d'hier matin au CHU. Une jeune fille arrive, elle a 25 ans, elle est avec son amoureux, elle est enceinte. En fait, elle vient pour des douleurs neuropathiques, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle a eu, à l'âge de 15 ans, un sarcome d'Ewing, qui est une tumeur cancéreuse assez grave. Donc le chirurgien à l'époque lui a retiré 3 côtes et l'omoplate. Donc un gros délabrement chirurgical. Ensuite, elle a eu de la radiothérapie. Ensuite, elle a eu de la chimiothérapie, parce que quand même, sarcome d'Ewing, c'est 15% de survie. Elle est là, vivante avec nous. Et quand on reprend l'histoire, pendant 6 ans, elle n'a eu aucune douleur, de 15 ans à 21 ans. Et à 21 ans, d'un seul coup, sa mère, il y a une annonce à sa maman qu'elle a un cancer du poumon. Et là, dans la semaine qui suit, cette jeune femme déclenche une douleur neuropathique qu'elle a encore aujourd'hui. Et elle m'explique que, en fait, la peine, la souffrance du décès, parce que sa maman est décédée 6 mois plus tard, est beaucoup plus forte que sa maladie à elle, son cancer d'Ewing qu'elle a eu à l'âge de 15 ans. Et je dirais, effet de majoration dans l'entretien, c'est là le rôle du psychiatre, je lui demande si le fait qu'elle soit enceinte, c'est un moment, vous savez, pour une femme extrêmement important, où la présence de sa mère est quelque chose d'indispensable, renforce ce côté douloureux, et évidemment, c'était une majoration parce que sa maman n'était pas là. Si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la douleur neuropathique, elle s'explique très bien anatomiquement, somatiquement, comme on dit, mais sauf que pendant 6 ans, il n'y a strictement rien eu, et c'est un facteur émotionnel grave, une douleur, vous savez, douleur en latin, c'est dolus, et dolus, ça a donné douleur et deuil. Donc on voit très bien que le deuil, et on le voit très souvent, nous, depuis 30 ans, est un élément déclenchant de douleur, même physique. Vous voyez l'interpénétration entre les deux ? Tiens-moi le micro, tu peux me tenir le micro ? Je vais parler de...
Voilà. Je ne sors jamais sans mon psychiatre. C'est pour vous expliquer ce système qui vient de très bien d'imager. J'ai pris le forfait de ski de la Plagne. Je ne sais pas si vous voyez se rappeler ça. Ça représente le cerveau. Ça représente le cerveau. Ça, c'est la lésion que cette dame a eue il y a quelques années. Eh bien, les deux phénomènes, bien sûr, la lésion existe, mais pour qu'elle soit perçue et mémorisée, il faut qu'il y ait le cerveau qui la prenne en charge. Et ce cerveau a une logique qui n'est pas celle de uniquement sentir la dégradation périphérique. Il va déjà, dès le début, gérer cette douleur et l'oublier. Mais de façon importante, elle va s'y graver dans tout le parcours qu'il y a eu depuis 20 ans dans sa vie. Et quelque chose est caché dans le logiciel central, le cerveau. Et une autre émotion négative, une colère, une injustice, une jalousie va pouvoir réveiller un système qui par ailleurs était très bien contrôlé, sa douleur n'existait pas. Le parasitage émotionnel va rendre inefficace le système de contrôle de la douleur. Car on a tous un système automatique antidouleur. Ça, peu de gens le savent. Ils savent tous qu'on a un système immunitaire contre les microbes. Et personne n'est au courant qu'il y a un système automatique antidouleur. Et donc la douleur est la résultante de quelque chose en périphérie qui est agressé, mais quelque chose en centrale, cérébrale, qui est insuffisamment efficace, le contrôle de la douleur. Merci. Laurence, vous avez eu pendant des années à faire face à la douleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous raconter votre expérience personnelle? Vous avez toujours mal aujourd'hui ou pas? Non, je n'ai plus mal. Alors déjà peut-être pour la salle, moi j'ai plusieurs casquettes, ce qui est le cas dans ma vie de tous les jours, puisqu'en effet je suis présidente de Medtronic France. Je suis une femme aussi, on pourra revenir dessus, mais la douleur pour les femmes et les hommes, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes origines, c'est pas ressenti pareil, et souvent d'ailleurs les médecins pensent que les femmes ont moins mal. Personnellement, je suis en effet aussi une patiente, ancienne patiente j'allais dire. La douleur, alors vous l'avez très très bien définie. Moi, j'ai eu une hernie discale qui m'a fait mal très longtemps. J'aime beaucoup votre exemple. Moi, j'ai un outil, je vous le montrerai après, qui est plus lié avec Medtronic. À l'annonce, en fait, que je vais avoir ce poste, donc de présidente Medtronic France, cette hernie discale m'empêche de marcher, m'empêche de bouger. Du jour au lendemain, j'ai une énorme douleur dans la jambe qui paralyse ma jambe, comme si c'était un énorme tronc d'arbre, et je tombe de douleur. Ça, 5, 6, 7 fois par jour. Le pire, certainement pas la douleur. Le fait que mes filles soient obligées de m'habiller. Ça, je pense, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Ça dure 3 semaines. Et premier jour, c'était les vacances de Noël, j'irai travailler. Là, peut-être le parcours, on pourra revenir dessus. Je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui a mal au dos. La chose la plus difficile, c'est d'avoir accès au centre antidouleur. J'ai de la chance, j'ai un mari kinésithérapeute et j'ai donc accès au centre antidouleur de Caen. C'est des gens exceptionnels, c'est des gens très mal payés. C'est difficile quand on est patient d'y avoir accès, mais c'est des gens qui vous expliquent avec des mots très simples tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et qui me permettent aussi d'avoir accès d'ailleurs à un traitement d'opioïdes, donc qui me permettent de travailler. Donc moi, quelque part, j'ai eu de la chance, je n'ai pas été opérée. Au centre antidouleur, on me dit « votre hernie va sécher, ça va prendre très longtemps, mais si vous avez de l'espoir, peut-être que vous aurez toujours mal, mais en tout cas, ça va finir par peut-être un peu passer. » Je prends 6 mois d'opioïdes, j'arrête les opioïdes, j'ai beaucoup de chance, je ne suis pas du tout dépendante, quasiment souvent 15 jours. Et surtout, c'est après, en fait. Et après, ce que je vous encourage et ce que j'encourage tous les gens qui ont eu des douleurs horribles, c'est de se faire accompagner. Je change ma vie. J'ai évidemment beaucoup travaillé, donc je continue à beaucoup travailler, je fais du sport, je me remets au sport, je cours régulièrement et j'arrive à ne plus avoir mal du tout, en effet. L'hernie a séché et je n'ai plus mal, en effet. Vous, tous les deux, vous travaillez dans un centre antidouleur, hein, ce n'est pas un centre douleur. Qui peut y avoir accès? Parce que des douleurs, il en existe des diverses et variées. L'exemple de Laurent, c'est l'hernie discale. On pense à la migraine, on pense à des maladies plus chroniques comme la polyarthrite. Qui sont les patients qui tapent à votre porte et qui acceptez-vous après combien de mois et de mois d'attente? En effet, c'est un problème puisque les structures douleurs ne sont pas très nombreuses. Elles sont des peaux de chagrin. Le nombre de gens qui y travaillent est en diminution. On n'est pas plus de 250 médecins équivalents temps plein pour la douleur, ce qui est assez ridicule. Donc, il faut sérier les demandes. Toutes les demandes doivent arriver par un médecin spécialiste ou généraliste qui envoie un courrier. Ce courrier est analysé pour voir si c'est une douleur qu'on va prendre dans les quelques semaines ou dans les quelques mois.
Là, actuellement, on a 15 demandes par jour nouvelles, et donc on a des rendez-vous des fois à 1 an. Alors on essaie pour des cas plus immédiats de dire on va prendre en 2-3 mois une prothèse de genou, par exemple. Un tiers des prothèses de genou laissent des douleurs 6 mois, 1 an après. Pourtant, le cardan a été changé, la prothèse a été bien posée, mais les douleurs neuropathiques que vient d'expliquer Fabrice et la décompensation d'une vie différente après une prothèse fait que ce n'est pas accepté. Et donc les émotions parasitent l'effacement de cette douleur. Et donc on prend des patients là un peu plus tôt. Il y a des techniques pour éviter qu'elles se chronicisent. Mais finalement, très bizarrement, il y a 17% de la population en France qui est atteinte de maladies douloureuses chroniques. Ce dont on parle dans les centres antidouleurs, c'est ça, la maladie douloureuse chronique. Maladie totalement inconnue, parce qu'on ne veut pas la voir, tellement est un échec relatif de tous les protocoles qui marchent par ailleurs très bien dans chaque spécialité médicale. Donc c'est un échec relatif de la médecine. On n'a pas envie de voir l'échec. La société est dure aussi, elle crée de la douleur chronique. Paradoxalement, en douleur post-opératoire, cancer, on a très bien des protocoles très efficaces. Mais la maladie chronique, c'est une constante sociologique. On reste avec 17% dans toutes les études européennes, avec des patients qui ont toujours une plainte. Jean de La Fontaine disait que la douleur est plus faible que la souffrance. La souffrance est plus faible que la plainte. La plainte est plus faible que la demande. Et la demande est plus faible que le besoin. Et dans une société comme la nôtre, le besoin est immense. Donc il va y avoir une modification des systèmes de contrôle qui vont peut-être aggraver des douleurs qui, il y a quelques décennies, auraient été des choses très agréables. Mais maintenant, on parle beaucoup de douleurs neuropathiques. Donc des douleurs qui ne sont pas visibles en plus. Donc les gens ne sont pas crus dans leurs plaintes. Les centres antidouleurs essaient de redonner confiance à ces gens-là, leur expliquer comment ça fonctionne et retrouver en eux, ce que disent les Américains, c'est empowerment. Retrouver les propres capacités d'autogestion qu'ils ont oubliées. Donc c'est ça que font les centres antidouleurs par une attitude pluridisciplinaire. Ils ont quelques spécialistes, beaucoup d'infirmières. À Montpellier, on a 2500 consultations infirmières. Et finalement, les infirmières qui n'ont pas le pouvoir médical inné sont plus capables de comprendre ce gouffre dans lequel sont rentrés les malades douloureux chroniques. Et donc, on n'a plus les stratégies de la spécialité qui a donné, que ce soit la migraine, le dos opéré, un zona, une amputation, un paraplégique. Les stratégies de ces différentes problématiques médicales tombent pour entrer dans le traitement de la douleur chronique, qui est autre chose. Et là, les objectifs doivent être modérés. L'accompagnement doit être pluridisciplinaire. Et le médecin généraliste doit comprendre ce que le centre antidouleur peut apporter comme déclic, et pas spécialement guérir la douleur, mais c'est un déclic pour retrouver confiance perdue. Fabrice Laurent. Oui, alors donc là, pour le moment, on a essentiellement parlé de ce qu'on appelait des douleurs lésionnelles. C'est-à-dire il y a une lésion, une prothèse de genou, une douleur neuropathique. Mais aussi ce qu'on voit apparaître beaucoup, c'est ce qu'on appelle les douleurs fonctionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion. Tout va bien, la personne, on fait l'imagerie, la biologie, tout est strictement normal, mais ça ne fonctionne pas bien. On appelle ça aussi les patients qui ont des fibromyalgies. Alors quand on a dit ça, on a commencé à poser la question. Je pense que sur le plan sociologique, la question suivante, c'est mais pourquoi notre monde, notre société est-elle plus douloureuse qu'il y a 50 ans, 100 ans ? Est-ce que parce que nous sommes sortis de l'économie de survie qu'avaient nos ancêtres, ou certains pays y sont encore, nous sommes dans une économie d'abondance, dans une économie dans laquelle il y a une dimension de jouissance réelle, on veut jouir, que nous sommes plus, on va dire, chochottes, entre guillemets, et que la demande de traitement de la douleur est comme dit Patrick, nous sommes saturés de demandes. Effectivement, c'est une vraie question. Est-ce que l'Indien de Calcutta qui survit avec 3 roupies par jour, il va se préoccuper de douleur alors qu'il en a? Moi, j'ai été souvent en Inde, je suis allé souvent en Inde, j'ai vu des gens estropiés, etc. Bon, vous voyez. La question suivante, c'est, encore sur le plan sociologique, les grandes religions, maintenant, traitent la douleur. Elles traitent la douleur, il n'y a pas de problème. Toutes les grandes religions, il n'y a plus la rédemption par la douleur, c'est terminé, quelle que soit la religion. Mais néanmoins, on la voit ressurgir chez les adolescents. Pourquoi les adolescents se scarifient-ils? Pourquoi les adolescents s'automutilent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans notre société aussi de jouissance dans laquelle nous avons perdu la valeur initiatique qu'il y avait auparavant dans les sociétés tribales ou traditionnelles? Voilà, ce sont des vraies questions que nous adressons aux sociologues. Et je crois que malheureusement, vous savez, on est dans une époque de grands changements, là, en ce début du XXIe siècle, et on n'a pas encore le regard et la profondeur de l'histoire pour voir... Nous sommes les acteurs de tout cela depuis une trentaine d'années, mais on n'a pas encore l'arrière-plan pour comprendre les mutations profondes qu'il y a dans la société et pourquoi la douleur devient au premier plan. Ça aurait pu être un autre symptôme, finalement. Pourquoi c'est la douleur? C'est une vraie question.
Laurence, dans votre première intervention, vous avez souligné le fait qu'être une femme peut-être pouvait poser d'autres interrogations, que le vécu, le rapport à la douleur pouvait différer à celui d'un homme. Dans votre parcours personnel, est-ce que vous avez eu l'impression que les médecins prenaient compte de cette particularité, qui n'en est pas une, puisque finalement, un être sur deux est une femme, mais en tout cas, voilà, est-ce que, pourquoi vous avez tenu à souligner ce point-là ? J'ai tenu à souligner ce point-là parce que quand Anne Jamblon m'a demandé de venir, en effet, il y avait aussi mon statut de femme. Et je crois qu'il y a, et vous pourrez revenir dessus, il y a énormément d'études qui sont faites en ce moment. On va prendre l'une des douleurs communes des femmes, c'est souvent les migraines. Messieurs, votre femme, elle a mal à la tête, oui, quasiment toutes. Alors ça peut être des migraines ophtalmiques, ça peut être en effet des migraines dues aux règles. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à minimiser la douleur chez la femme. Et d'ailleurs, beaucoup d'études aussi qui démontrent, vous pourrez revenir dessus, que ça commence que dès qu'on est jeune fille, dès qu'on est petit, on a tendance, ah oui, mais t'es une fille, t'as mal. Ouais, mais t'as pas vraiment mal en fait. Et tu enfanteras dans la douleur aussi. Et alors surtout, il y a des études qui sont faites, et vous pourrez revenir dessus, comme quoi les mécanismes de la douleur ne sont pas les mêmes en fait chez les hommes et chez les femmes. Et ça, vous en parlerez bien mieux que moi. Personnellement, alors j'allais dire, c'était pas trop mon statut de femme, c'était le fait que je travaillais beaucoup. Alors c'était forcément dû au fait que je travaille beaucoup, que ma vie n'était pas parfaite. Encore plus pour une femme, bien sûr, chef d'entreprise et une femme. Alors qu'en fait, non, j'avais vraiment quelque chose de technique qui expliquait cette douleur, bien sûr. Vous, en termes de recherche, qu'est-ce qu'on en sait finalement de la différence entre hommes-femmes ? Est-ce que c'est vraiment un problème de regard qu'on porte sur le patient, ou il y a une réalité scientifique ? Oui, c'est une réalité scientifique. Les femmes ont plus de niveau de souffrance que les hommes, pour les raisons hormonales, les changements qui font que l'inflammation modifie beaucoup les capteurs que vous avez au niveau de votre hernie discale. Donc il y a plus de phénomènes physiologiques. Deuxièmement, la femme a les accouchements qui ont des phénomènes de tiraillement profond, inflammation de fond et mémoire-douleur qui peut rester. Troisièmement, j'allais dire, les femmes, et vous êtes un parfait exemple, sont femmes, épouses, professionnelles, mères, 3 ou 4 ou 5 fonctions. Nous, les hommes, 1 ou 2 fonctions, après on est fatigué. Hein. Monotâche, on le sait. Voilà, monotâche. Donc, et les tâches domestiques qui sont restées malgré votre activité professionnelle. Donc ça, c'est quand même une suractivité que vous assumez remarquablement pendant 20-30 ans. On a fait une étude comparative de fibromyalgie française et de fibromyalgie slovène, où il y a un développement économique de 25 années inférieur à la France. Pour trouver les patients douloureux chroniques, les patientes, il a fallu que les généralistes cherchent dans leur cabinet. Elles ne venaient jamais consulter. Donc il y avait une censure des femmes qui ne se plaignaient pas de douleur avant que finalement la douleur soit acceptée comme plainte. Vous voyez, cette censure a duré des années, elle reste culturellement. C'est aussi ça le facteur qui fait que maintenant les femmes peuvent s'exprimer et exprimer leur douleur et leur souffrance et peut-être rééquilibrer la fonction sociologique que je viens de décrire. Alors en complément, donc c'est vrai que les femmes ressentent plus la douleur, mais il faut savoir qu'il y a une autre fonction dans le cerveau. On a à peu près localisé le centre de la douleur dans le cerveau. Et juste derrière, c'est le centre de l'empathie. C'est-à-dire qu'on sait aussi que les femmes ont plus d'empathie que les hommes. Un médecin femme, là on est 2 hommes, mais alors vraiment, c'est pas de chance pour Montpellier. Hein. Les femmes ont plus, un médecin femme a plus d'empathie qu'un médecin homme. Voilà, une jeune femme également. Et derrière l'empathie, je crois qu'il faut là aussi aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que cette capacité qu'a l'empathie, c'est Hume, David Hume au XVIIIe, moi qui est un philosophe qui est à l'origine des sciences humaines en fait, qui a été le premier à travailler dans l'histoire de la philosophie sur les émotions. Vous savez, auparavant, il y avait la raison qui primait. Partout, Descartes, etc., même chez les Grecs. Mais là, Hume, il dit non, c'est l'émotion qui prime sur la raison. Et donc, toutes les sciences humaines dont nous sommes les fils met en avant cette importance de l'émotion. Eh bien, derrière l'empathie, ce centre de l'empathie, en fait, derrière, il s'agit du lien social. C'est-à-dire que je poursuivrai en disant que la femme, c'est elle qui est la garante du lien social dans l'humanité. Dans vos centres, est-ce que vous avez une petite statistique ? Est-ce que quand on passe par votre centre, forcément, au bout de X temps, on n'aura plus mal ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui doivent accepter l'idée de vivre toute leur vie avec la douleur ?
Donc on fait en effet des statistiques d'efficacité pour le prouver à nous-mêmes et aux tutelles. Alors on sait chaque année, ça ne change pas, chaque 2-3 ans on fait une étude, 1 an après la prise en charge des patients. On a 52% de patients améliorés ou soulagés, 48% de patients pas améliorés ou aggravés. Paradoxalement, sur ces patients, quand on pose la question en échelle visuelle analogique, vous savez, de 1 à 10, ils disent « j'ai toujours mal à 8 sur 10 », pareil. Si vous changez le mode de discours, de demande, et vous dites « mais monsieur, madame, vous avez une douleur toujours la même, mais combien de pourcentage de soulagement vous ressentez depuis qu'on vous prend en charge ?» Eh bien, la moitié de ces patients en échec qui disent « ah, j'ai au moins 30 ou 50% de soulagement ». Vous voyez, la façon de décrire une plainte est complexe. Et si vous demandez à l'entourage de ces patients qui sont en échec, ils vous disent « ah, il fait vraiment moins, il est moins pénible, je ne vais pas dire plus, vous voyez ce que je veux dire. Il est beaucoup moins pénible. » Donc le patient qui est rentré dans la douleur chronique, c'est son mode d'expression de souffrance archaïque, ancienne, complexe. Et une patiente m'a dit un jour « ma douleur, vous savez, elle est descriptible. Ma souffrance que j'ai découverte avec vous, elle est indescriptible. » Sous-entendu, je préfère garder ma douleur. C'est parfois une protection, une carapace. La douleur est parfois le doux-leurre. Alors, puisque vous êtes ici, vous comprendrez ce jeu de mots. Mais ce leurre, c'est quand même, pour une économie psychique, plus grave. C'est important de penser que quand vous êtes une souffrance sur le corps, on va s'occuper de vous. Une souffrance morale, vous la gardez. Comme dit le philosophe Léon Bloy, souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais. Et c'est comme ça que Fabrice a raconté l'histoire de quelque chose qui est rémanent et qui n'a pas de temporalité, et qui a gravé un système d'une certaine fragilité, et qui peut revenir sur le mode d'une sciatique hyperalgique. Même une sciatique hyperalgique, c'est un système nerveux qui a déjà été construit avec un façonnage hypersensible, parce qu'elle est une femme hyperactive. Quelqu'un de plus calme, de plus posé, sans aucune capacité d'aussi forte de travail, n'aurait pas eu peut-être sur cette même hernie un niveau de douleur aussi puissante. Donc les centres antidouleurs sont un échange avec des gens qui vont comprendre qu'ils sont à égalité avec le professionnel, un médecin ou infirmière, pour comprendre ce qui leur arrive. À égalité, on n'a pas de puissance médicale. Donc l'objectif doit être plus modeste et doit réveiller des forces dans le patient qu'il a oublié de réveiller. Oui, pour compléter ce que dit Patrick, pour la douleur de hernie discale, j'ai une patiente, je me souviens de ce cas. Donc elle vient pour des lombosciatiques chroniques. Et en fait, quand je la vois, elle me dit qu'elle est surtout déprimée. Elle a une dépression, bien sûr, liée à cette douleur chronique qui évolue depuis des années, mais parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle n'a pas pu avoir d'enfant parce qu'elle a ce qu'on appelle un utérus infantile. Et en fait, pour aller au-delà de cette stérilité, elle achète des poupées Bella. Vous savez, c'était dans les années 50-60, il y avait des poupées Bella. Et elle les répare, et elle a créé chez elle une chambre d'enfant dans laquelle toutes les poupées Bella sont alignées dans cette chambre. Alors quand elle vient nous voir pour une douleur lombosciatique, de quoi parle-t-elle? Est-ce qu'elle parle de la douleur lombaire, de sa dépression liée à son impossibilité à devenir mère? Vous avez vu que dans le cas précédent dont je vous parlais, c'était la perte de la maman. Là, c'est l'impossibilité à devenir maman. On voit bien que d'ailleurs chez la femme, et je reviens à la question, hein, c'est la femme, la question de la maternité est très importante. Tout ça pour vous dire que c'est vrai que notre médecine de la douleur est quand même très compliquée. John Bonica, l'inventeur des cliniques de la douleur dans les années 50, il avait justement, c'était le premier, c'était une révolution, il avait associé un anesthésiste, un psychiatre, un neurologue, un rhumatologue. Nous sommes plusieurs spécialités au centre antidouleur de Montpellier, parce que plusieurs cerveaux venant de plusieurs spécialités différentes, nous arrivons à plusieurs, je dirais, à commencer à cerner un petit peu l'ensemble des paramètres qui sont très compliqués d'un patient, premièrement. Et deuxièmement, vous voyez bien, comme l'a dit Patrick, une douleur chronique, c'est pas n'importe qui fait une douleur chronique, elle s'inscrit sur une histoire, une biographie, comme on dit, et que soigner et traiter l'histoire, c'est quand même une sacrée paire de manches. Des histoires de carencés, chez les fibromyalgiques par exemple, le nombre de patientes qui ont eu des abus sexuels dans l'enfance, des abus physiques, des maltraitances, ou bien ce qu'on appelle des négligences, c'est-à-dire que les parents donnent à manger, à boire et les vêtements, mais il n'y a aucune émotion, aucune affection. Donc comment pouvons-nous réparer, nous, modestement, hein? On peut en faire le constat, on est une équipe extrêmement, je pense, chaleureuse et empathique et entourante pour le patient, mais vous vous rendez bien compte que ce sont des prises en charge qui ne sont pas faciles et qui sont longues. Voilà.
Laurence, vous avez expliqué que pour reprendre le travail, on vous a donné des médicaments, que vous avez suivi ce traitement pendant 6 mois. Ma question, c'est est-ce que, au final, donc, doit-on comprendre que vous êtes arrivé à vous en sortir sans être bourré de médicaments? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller mieux sans médicaments? Alors, j'ai envie de répondre sur plusieurs angles parce que ce que ça me fait penser, c'est nous, en tant que Medtronic, on a une mission, c'est soulager la douleur, réparer la santé, prolonger la vie, qui est aussi en lien avec le vieillissement. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu à avoir d'opération. En effet, je reviendrai là-dessus. Il y a aussi comment est-ce qu'on peut enlever la douleur. Là, on a parlé beaucoup, j'allais dire, de plus d'ordre psychologique, mais il y a aussi tout ce qui est technique, en fait. Et chez Medtronic, par exemple, pour tous les patients qui sont multi-opérés, qui, malgré toutes ces opérations, ont toujours mal, on a aussi de la technique. Là, je vais reprendre ma casquette d'ingénieur. Et par exemple, tout le monde connaît le pacemaker pour le cœur. Ben, on a aussi un pacemaker qui va permettre, merci, permettre de stimuler justement et d'enlever ces douleurs, en fait. Alors là, on est dans la technique, c'est super intéressant parce qu'on n'est pas obligé de le mettre tout de suite, on peut avoir un petit boîtier externe, on le teste, et puis après, on voit si ça marche, si ça ne marche pas. En général, ça fonctionne, et si ça fonctionne, on met ce petit pacemaker, et après, on aura pas mal. En ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas eu à aller jusqu'à la multi-opération. Je pense que les médicaments, ça a permis surtout en fait, que je passe cette phase extrêmement difficile, en fait. Donc, je pense que sincèrement, si je n'avais pas eu accès à ces médicaments, pour moi, ça aurait été absolument l'horreur. Enfin, je me revois encore dans ces moments-là. Quand vous avez vos filles qui ne sont même pas majeures, qui vous habillent le matin, vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de mettre fin à leur vie. Voilà, Par contre, je pense qu'avec l'aide des équipes soignantes, et je tiens à rappeler, et vous l'avez rappelé, que c'est difficile, et là aussi, en tant que Medtronic, on essaie vraiment de mettre les gens en contact. On a fait toute une semaine sur la douleur, peut-être vous avez vu pas mal de nos communications, parce que je pense qu'on a aussi besoin d'informer sur les possibilités, on a aussi besoin que tous les médecins travaillent ensemble. Un chirurgien, en effet, quand il a bien fait son opération, quand on en voit tous les jours, parce que ce sont nos clients, et que le patient a toujours mal, c'est terrible, ça peut laisser penser qu'il n'a pas bien fait son travail, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive dans cet environnement que je dirais extrêmement complexe, il y a quand même des thérapies beaucoup plus faciles à soigner, et bien à sortir de cette phase douloureuse, et le médicament, je crois, m'a permis de pouvoir avoir accès à une autre étape qui était attendre que cette hernie discale elle sèche, et puis après de repasser dans comment je me remuscle et comment je reviens à une vie. Alors qu'en fait, on connaît en effet plein de gens qui ont ce type d'hernie discale et qui ont toujours mal, j'en connais, qui ont toute leur vie mal. Donc c'est presque un message d'espoir, et j'aime le porter, c'est que c'est tout à fait possible si on est bien encadré. Et je pense que la problématique de la France, c'est en effet comment est-ce qu'on trouve les bonnes personnes pour vous aider. Donc merci pour le travail que vous faites pour tous ces patients. C'est bien que vous ayez commencé par ce premier étage de la fusée, c'est-à-dire la phase aiguë. Les traitements morphiniques, opioïdes que vous avez eus ont permis d'écrêter cette horreur que constitue cet état que vous avez décrit. Et ça, c'est important. Alors, vous êtes bien entouré, donc il n'y a pas eu d'excès, de mésusage de ces médicaments opioïdes. En Amérique, vous savez, il y a un scandale. Les Américains ont peut-être moins la présence philosophique, comme Fabrice Lorrain l'a décrit, et la présence humaniste, comme on a dans les centres antidouleurs. Et donc, ils ont dit, la douleur, c'est toujours physique, donc j'augmente les doses, jusqu'à avoir le scandale des 72 000 morts par an en 2017, par mésusage des opioïdes. Donc, les centres antidouleurs donnent des fois des morphiniques, comme vous avez eu, mais à dose modérée. Il faut le titrer, donner la bonne dose par rapport à la douleur, et là ça permet de passer le cap de l'horreur. Et ainsi après, deuxième étape, on va traiter les douleurs, non pas l'hyper-aigu, mais les douleurs qui sont dues à ces petits câbles électriques. Vous savez, dans un câble électrique de sciatique, il y a 1 million de gaines. Il y a 10% des gaines qui restent altérées, et qui peuvent donner donc des courts-circuits par ce gain altéré. Et là, première étape nouvelle, après les médicaments et la phase aiguë, les traitements qu'on va essayer de déprogrammer ces douleurs qui sont imprégnées dans le câble électrique et dans le petit schéma que je vous ai montré avec le forfait de ski, jusqu'à la tête. C'est-à-dire tout le trajet est imprégné comme un code secret douleur, je dis souvent. Et il s'est mémorisé à tous les étages. Et donc parfois il faut appuyer à plusieurs endroits. Un autre endroit, c'est l'appareil de neurostimulation qu'on a présenté lors des stands, là ici à côté, l'appareil qui va déprogrammer une partie de la mémoire douleur
Ainsi, vous l'utilisez pendant quelques mois et ça peut affaisser la douleur. Quand la douleur résiste encore, et si ça marche un peu l'appareil électrique, on va utiliser ces appareils modernes implantés. C'est un petit pourcentage de patients. Et parallèlement, tout court-circuit nerveux, comme un court-circuit dans une voiture, on peut donner des médicaments anti-court-circuit. Ce sont des antiépileptiques. Donc ils sont d'une efficacité modérée, mais parfois un complément pour éviter cet excès de sensibilité de ce câble sciatique si altéré. Et parfois, on a quelques médicaments associés aussi à deux techniques que je viens de préciser, qui renforcent le système antidouleur dont j'ai montré l'existence. Ce sont des médicaments antidépresseurs spécifiques qui s'appellent les tricycliques, des laroxyl, des anafranil, je ne sais pas si vous le connaissez, mais à dose, pas du tout à dose pour la dépression, à dose modérée, faible, qui sont capables de renforcer ce système antidouleur parce qu'on n'a pas de bouton, d'outils plus efficaces que ces anciens médicaments pour renforcer le système antidouleur. L'association unique à chaque patient de toutes ces techniques que je viens de décrire donne souvent une capacité d'amélioration et de réfléchir à ce qu'a dit Fabrice Lorrain pour le complément de prise en charge dans la durée. Ça, ce sont des étapes de la prise en charge au centre antidouleur. Oui, juste pour être très, très pragmatique, à Montpellier, nous sommes très pragmatiques, c'est-à-dire qu'on utilise les médicaments, quels qu'ils soient, enfin toute la gamme des médicaments. Voilà, on essaye d'avoir de garder une mise à jour de nos connaissances sur ce domaine-là, parce qu'on a beaucoup parlé de psy, mais effectivement, les moyens mécaniques, les moyens électriques, les moyens chimiques, je crois que nous utilisons tout. Par contre, ce qu'on voit, et chaque semaine on a en hospitalisation de jour, c'est un mésusage d'opioïdes, et de niveau 2 et de niveau 3, de tramadol et d'opioïdes. Donc on reçoit dans notre service au CHU des gens en sevrage, et de plus en plus, il y a quand même, il y a 20 ans, la France était en retard sur le plan de l'emploi des morphiniques. Maintenant, le balancier est passé vraiment de l'autre côté, et c'est trop. On voit des gens qui ont des douleurs fonctionnelles, comme on appelle fibromyalgie, avec des doses de morphine ou de fentanyl. Le fentanyl, c'est 10 fois la morphine, hein. C'est pas possible. C'est ce qu'on donne à des patients qui ont des cancers avec des métastases osseuses. Et ces patients n'ont pas. Et en plus, on sait que plus on prend de morphine, ça c'est une découverte scientifique, plus on prend de morphine, plus ça va augmenter notre douleur. C'est très bizarre comme phénomène, mais si je prends de la morphine, je vais réveiller dans mon cerveau d'autres récepteurs à la morphine. Donc ces récepteurs à la morphine, c'est comme des oisillons, ils vont dire j'ai faim, donc je vais prendre plus de morphine pour calmer ces récepteurs, et à nouveau d'autres récepteurs, et ainsi de suite. Donc on est dans ce qu'on appelle l'inflation en morphine, qui est un phénomène extrêmement dangereux. Donc voilà, chaque semaine, nous hospitalisons en pratique des gens pour ce mésusage. Après, voilà, nous sommes très pragmatiques, nous utilisons tout, l'art-thérapie, la musicothérapie, la sophrologie, les thérapeutiques électriques, chimiques, l'hypnose, l'hypnoanalgésie, vraiment la mésothérapie, l'acupuncture, non, mais nous avions eu pendant des années, parce qu'on n'arrive pas à recruter un acupuncteur, mais pendant des années, on avait un acupuncteur. Qu'est-ce qu'on fait? Les chakras? Non, peut-être pas. Baguette magique, mais ça... Merci Hélène, on va pouvoir prendre quelques questions du public. Nous allons avoir quelques questions sur la douleur. Donc, qui souhaite poser la première question, n'hésitez pas à lever la main pour que les hôtesses et moi-même on puisse vous voir. Donc, je vois une main se lever au milieu de mon côté, s'il vous plaît. Le micro arrive tout de suite. D'autres questions ensuite qu'on puisse... Madame. Oui, bonjour et merci. Alors moi, je voulais savoir plusieurs choses. D'abord, par rapport au centre antidouleur, donc moi, je parle d'Hauteville, hein, et on utilise aujourd'hui la kétamine ou des molécules qui sont vraiment très fortes. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que ça fait 20 ans que je vois des gens qui souffrent et je ne comprends pas trop qu'on en arrive à ce genre de situation. Après, je pense que la prise en charge psychologique est rare. Alors apparemment à Montpellier, et ça me fait plaisir de voir que c'est le cas, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'homogénéité entre les centres antidouleurs, et j'aimerais savoir pourquoi, parce que je trouve que c'est pas normal. Voilà, j'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous pensez par rapport à ça et à ces traitements au niveau du ganglion stellaire qui devient systématique ou des... Après, c'est pas péjoratif, mais je veux dire, j'ai l'impression que parfois les patients sont un peu cobayes dans certains centres antidouleurs. Ouais. Et quelque part, ça me dérange. Voilà. Merci pour votre question, madame. Vous faites un diagnostic qui est réel, qui est une critique totalement justifiée. Donc pour la kétamine, on est anesthésiste, donc on aime beaucoup, j'ai pratiqué pendant des décennies la kétamine en Afrique ou à l'accouchement. C'est un médicament complexe parce qu'il est proche du LSD.
Donc j'allais dire, c'est comme l'alcool. Il y a la kétamine gaie, la kétamine triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a arrêté la kétamine pour 2 raisons. D'abord, un patient sur 4 avait des hallucinations. Donc ça a réveillé un mauvais côté du cerveau. Donc c'était négatif. Deuxièmement, ce produit n'a pas prouvé scientifiquement plus de 2-3 mois de légère efficacité sur 1/3 à 1/2 des patients. Donc on n'a pas pu faire une évidence base médecine de positivité. Troisièmement, le ministère a dit que les perfusions itératives risquaient, et c'est vrai, on a eu un cas de faire des lésions hépatiques. Donc pour toutes ces raisons, on est anesthésiste, on aurait aimé que ce produit anesthésique fort soit efficace, mais ce n'est pas du tout possible de le diffuser et de continuer en fait. L'autre aspect, c'est l'hétérogénéité des prises en charge. Vous avez raison, c'est presque une médecine d'artisan qu'on fait. Et donc on a formé 1000 médecins, 3000 infirmières. Le centre antidouleur de Montpellier a 40 ans cette année. On a fêté ses 40 ans cette année. Donc on a formé ce que nous on sait parce qu'on est dans la douleur à 100% depuis 30 à 40 ans. Alors j'avoue que tous les centres antidouleurs, quand je les visite, j'ai fait le Tour de France et le Tour d'Europe, on n'a pas la même pratique. On est un peu en souffrance parce que nous, c'est pas qu'on est meilleurs du tout, mais on a écouté les infirmières, oui, on est les meilleurs, c'est vrai. C'est dur de dire qu'on est les meilleurs avec modestie, hein, mais parce qu'on est les meilleurs comme passionnés. Et on a remis en question, ça fait 40 ans qu'on a toutes ces techniques, on les a essayées, les infiltrations multiples. Et maintenant, la chirurgie, elle est écologique. On fait une chirurgie maintenant petite, qui délabre presque pas. Et même l'anesthésie pour la chirurgie, elle est loco-régionale. Et quand on n'avait pas de chirurgien hyper performant et d'anesthésiste hyper performant, on avait d'autres formes de douleurs chroniques. Des grosses, des chaudes, des brûlures, des gens qui avaient la torture et qui résistaient et qui étaient durant des mois. Maintenant, c'est fini. Les gens, ils sortent le jour même d'une opération. Mais par contre, ils ont 4 filets nerveux, très petits filets nerveux irrités. Et c'est ces filets nerveux qui doivent dire la côté obsessionnel, brûlure, décharge électrique, picotement. C'est pour ça que j'ai inventé un petit objet, comme des réglettes, pour que les gens expriment leur douleur en montrant, malgré qu'ils aient un genou parfait après la prothèse de 3 jours après, ils ont des brûlures, des décharges électriques. Et personne ne les croit. Vous marchez, vous bougez, et vous avez des brûlures qui vous empêchent de dormir la nuit. Donc c'est incompréhensible, c'est invendable comme plainte. Donc là, quand on montre aux patients que leur genou, la peau est modifiée, que leur diagnostic des adjectifs de la douleur, on les connaît, ça les satisfait. Au moins, ils sont crus. Il n'y a pas pire douleur d'une douleur qui n'est pas respectée par le soignant. Mais pendant longtemps, on n'a pas cru que l'anesthésie étant belle, la chirurgie étant remarquable, il n'y aurait pas dû avoir de douleur. Et finalement, d'autres douleurs, sociologiquement, ont apparu qui étaient niées auparavant. Vous voyez, c'est compliqué, il y a une évolution sociologique, la médecine a du mal à évoluer. Nous, les centres antidouleurs, on ne voit que les échecs. Donc on sait ce qui va se passer dans les années à venir, avec une médecine qui peut-être qui guérira les douleurs neuropathiques. Croyez-vous qu'après, il n'y aura plus de plaintes? Comme disait Jean de La Fontaine, il y aura encore du besoin, et donc de la souffrance, qui va s'exprimer autrement. Peut-être qu'un jour, on va voir tous les électrosensibles, à cause des ondes de Wi-Fi, nous traverser les filets nerveux, et on va être douloureux à cause de ça. Donc chaque fois, il faut être à l'attentif de ce que les patients douloureux nous apprennent de l'avenir. C'est très intéressant pour ça, cette position-là. Et c'est les patients qui nous apprennent des choses. Ce n'est pas que la médecine ancienne, qui est dépassée par rapport au protocole qu'on doit utiliser maintenant. Donc voilà, je suis d'accord sur votre critique. Je vais rajouter juste un point qui est intéressant. Justement, il y a pas mal de patients avant d'avoir ce petit pacemaker qui des fois souffrent pendant 5 à 10 ans en fait, alors qu'on sait qu'il faudrait qu'il soit implanté plus tôt pour que ce soit beaucoup plus efficace. Et là, je pense qu'on a vraiment un travail en commun d'information à faire pour qu'on permette justement à ces patients de pouvoir bénéficier quand il faut avoir de la technologie pour l'avoir avant. Je pense que ça, c'est aussi un travail qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être Patrick Géniès, tout à l'heure, vous avez parlé de l'AMPO. Ah pardon, excusez-moi. Priorité à vous, donc de... Oui, mais merci. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez obligé d'être sélectif pour vos consultations, et on comprend fort bien. Vous arrive-t-il de recevoir des patients pour lesquels les acouphènes sont devenus une souffrance 24 heures sur 24? Les acouphènes, oui, c'est un domaine où la médecine est assez désemparée. Donc je vous dis tout nettement que c'est très peu efficace les traitements qu'on propose. Certains, la musicothérapie standardisée, en modifiant les ondes que vous percevez par des séances d'1 à 2 fois par jour, amplifie le champ de votre compréhension sensorielle de l'audition. Ça peut être utile, ça. Des audiogrammes modifiés, répétés. D'autres peuvent utiliser des médicaments, comme je dis, anti-court-circuit. Il y a une sensibilité des câbles très subtils de l'oreille qui sont parasités par l'évolution, par la mauvaise vascularisation, des micro-AVC qui peuvent donner ces acouphènes. Et j'avoue qu'on est très désemparés. En revanche,
des techniques de reconditionnement réflexothérapeutique, comme l'hypnose en fait, arrivent à dissocier l'attention que vous portez à cet acouphène. Ça, vraiment, c'est important. Toutes les infirmières ont été formées à l'hypnose. C'est extraordinaire comme ces techniques-là peuvent redonner ce pouvoir au patient, alors que finalement, un patient qui est rentré dans la maladie douloureuse chronique, il fait comme une hypnose négative. C'est-à-dire qu'il se souvient de son passé douloureux, il ne se projette que dans l'avenir de souffrance. Dans son actuel présent, il n'est pas un corps normal, il n'est pas une pensée émotionnelle normale, il est réduit à ce désagrément et à ce corps douloureux, l'oreille, le dos ou le zona. Et donc, il faut écarter le champ corporel, peut-être se mettre à de l'aquagym, écarter le champ spirituel, peut-être la méditation de pleine conscience, l'auto-hypnose, et étendre le champ de projection de son avenir, c'est-à-dire se resocialiser, malgré que la douleur vous fait régresser dans un état de moindre perfection. Il faut retrouver de perfection. Ça, c'est pas moi qui dis cette expression, c'est Spinoza. La douleur est un état de moindre perfection. On peut dire que les centres antidouleurs essaient de retrouver la variété de la vie et l'originalité de la curiosité de l'homme face à son avenir, qui est obéré par la douleur chronique. Donc il faut certainement choisir autre chose dans le champ de la thérapeutique contre les acouphènes, plutôt que de dire je vais lutter contre l'acouphène. Merci beaucoup. Laurence, on va peut-être vous libérer, vous permettre de prendre l'un des rares trains qui circulent aujourd'hui. Merci, on vous remercie et nous on reste encore quelques minutes ensemble et on vous applaudit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question au premier rang, s'il vous plaît. Merci. Madame. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous utilisez les méthodes du toucher, du massage dans vos thérapies dans votre centre. Oui, on a une soignante qui est une aide-soignante. C'est-à-dire, vous voyez, un niveau de compétences relatives dans la hiérarchie de l'hôpital faible. Eh bien, cette personne s'est formée au massage relationnel, à la réflexothérapie. Et comme elle a une personnalité empathique qui sait communiquer son inconscient avec l'inconscient du patient, c'est presque psychanalytique ce que je vous dis là, elle a des résultats pour réveiller en elle ce que je viens de vous dire, de ses propres forces que la patiente a perdues. Donc il faut trouver le bon soignant, c'est ça qui est complexe et qui est passionnant par contre. Chaque patient va pouvoir répondre à quelqu'un qui va donner une bonne arme pour réveiller son système antidouleur. Pour rebondir sur cette question, les études montrent que si quelqu'un a mal, eh bien, si je touche cette personne, je vais à l'hôpital par exemple, je vais visiter un parent qui a mal, je lui prends la main ou je lui touche le bras, la douleur baisse. Donc c'est très curieux, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'empathie, ce qui est de l'ordre du lien social, et quelque part peut-être ce qui est de l'ordre de la consolation. Là encore, les religions ont proposé des arrière-mondes pour la consolation. Nous sommes devant des patients qui sont dans la souffrance et auxquels nous devons aussi proposer quelque chose de l'ordre de la consolation. Et je crois que le toucher-massage nous ramène à quelque chose d'assez archaïque, d'assez primitif, mais en tout cas redoutablement efficace. Et même j'irai plus loin que Patrick, je crois que cette aide-soignante, c'est probablement la meilleure thérapeute de notre service. À tel point que tous les soignants, d'abord tous les patients nous disent qu'elle a des doigts d'or et qu'elle nous refuse comme patient. Alors ça, je ne comprends pas, moi j'aimerais bien que... Mais voilà, si vous voulez, c'est intéressant parce que derrière la pluridisciplinarité, nous sommes aussi dans ce qu'on appelle le pluriprofessionnel. C'est-à-dire que notre service, il est horizontal. Il n'y a pas de verticalité. Patrick est le chef de service, mais en fait, dans nos staffs, l'aide-soignante qui est là a autant la parole que l'infirmière, que l'art-thérapeute, que le chef de service, que le psychiatre de service, etc. Et je crois que c'est par cette horizontalité qu'il y a une vraie innovation en médecine. Hein. Ça, c'est John Bonica, il faut les années 50. C'est une vraie innovation, surtout en CHU. Il faut savoir qu'un CHU, c'est une pure verticale. Vous avez un professeur d'université et puis tout le monde est aux ordres. C'est une armée en marche. Eh bien, ce service, moi, en tout cas, j'y suis très bien depuis toutes ces années, parce que nous avons réussi à développer quelque chose qui est en réseau, un réseau horizontal, comme le réseau d'Internet d'ailleurs. Hein. Enfin, bon, je ne vais pas parler d'Internet, mais vous voyez, dans lequel chacun, il y a un respect de la parole de tous les soignants, quel que soit leur niveau d'études, leur niveau. C'est pas ça qu'on regarde. On regarde le niveau de compétence. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on est déjà au terme de notre conférence. Désolée, je sais qu'il y avait beaucoup de questions. Messieurs, merci beaucoup. On vous applaudit très fort. Merci, Béatrice.